Mesdames et messieurs, bonjour. Peut-on sortir de l'économie du moins cher? Voilà ce dont nous allons débattre maintenant. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste aux Échos et ravi d'animer ces échanges sur ce qu'on appelle en bon français le low cost. Alors, historiquement, il y a eu deux moyens pour aller vers l'économie du moins cher. Le premier, c'est de fabriquer ailleurs avec des salaires plus bas, des règles moins rigoureuses en matière sociale, environnementale, etc. Et puis le deuxième moyen, ça a été automatisé. Ce débat-là est extrêmement ancien. Je voudrais rappeler que la reine Elisabeth avait renvoyé William Lee à ses chères études parce qu'il lui avait présenté la première machine à tricoter, parce que ça allait détruire trop d'emplois. Et ce n'était pas Elisabeth II, c'était Elisabeth Ier, et ça se passe en 1589. Mais il y a aussi un débat un peu plus récent, avec l'apparition de ce qu'on appelle donc le low cost. En France, ça a commencé après-guerre dans la distribution avec Tati et puis Leclerc. On aura peut-être l'occasion de parler de Monsieur Leclerc. Et puis depuis près de 20 ans, avec de nouveaux modèles. Ça a commencé dans l'aérien avec EasyJet et puis Ryanair. Ça continue dans l'hôtellerie avec Airbnb. Et puis dans les taxis avec Uber, etc. C'est un low cost d'une nature différente avec nos deux vieux amis, capital et travail. Le travail, c'est ce qui a permis de baisser les coûts, c'est des formes différentes, permettant notamment de payer moins d'impôts, moins de cotisations, avec par exemple le statut d'auto-entrepreneur. Il y a des batailles juridiques partout là-dessus, en France, mais aussi notamment dans les pays anglo-saxons. On parle d'exploitation, mais il y a aussi derrière un choix de liberté pour les travailleurs. Et puis, du côté du capital, ce qui se passe avec ce low cost, c'est souvent une meilleure exploitation du capital. Ryanair, le premier truc qu'ils ont fait pour abaisser les prix, c'est de faire tourner les avions beaucoup plus, et donc de diminuer le coût du capital employé. Airbnb, c'est pareil. C'est un particulier qui propose son logement, donc avec un coût du capital qui est déjà largement amorti, ce qui n'est pas le cas pour un hôtel. Même chose avec Uber. Et Uber avec un autre mécanisme qui est un algorithme extrêmement puissant qui permet d'utiliser beaucoup mieux les taxis. Et donc dans le low cost, il y a aussi cette dimension-là qui est tout à fait précieuse. Donc question, est-ce qu'il faut sortir du moins cher sans sacrifier ceux qui en ont le plus besoin, sans sacrifier aussi l'amélioration des processus de production sans lesquels nous serions toujours encore des chasseurs-cueilleurs? Alors, en voyant un tweet du printemps annonçant cette conférence, un certain Bilout, qui est domicilié au Luxembourg, l'a retweeté avec la même question que je viens de poser, mais il la pose un petit peu différemment dans un style légèrement dissemblable. Pas de low cost, disent les mecs pétés de thunes, avec l'emoji mort de rire, fin de citation. Voilà, donc nous avons 4 économistes, je pense qu'ils vont répondre aussi sur ce point-là. Bonjour à Bilout, au fait, s'ils nous regardent en ligne. On va commencer un premier tour de table sur le constat, et puis on parlera ensuite des solutions, et puis on prendra vos questions que vous pourrez poser soit sur le site internet du Printemps de l'Écho, soit avec le hashtag Printemps de l'Écho sur Twitter ou YouTube. Vous qui êtes dans la salle et vous naturellement qui êtes en ligne. Alors on va commencer avec Patrick Artus. Patrick Artus est conseiller économique de la banque Natixis. Son dernier livre s'appelle La dernière chance du capitalisme, et donc on va retrouver certains des éléments qu'il va nous évoquer maintenant. Livre paru chez Odile Jacob. Il milite pour la hausse des salaires tout en expliquant que ça serait dramatique. En gros, c'est lui qui a conçu cette session. Il a fait un article dans les Échos sur le sujet en mai qui a été adapté dans Challenge cette semaine, précisément sur ce sujet. Et donc pour toi, Patrick, l'économie du moins cher, ça explique en fait toutes les grandes évolutions économiques qui sont passées ces dernières décennies, tout simplement. Merci Jean-Marc, bonjour à tous. Oui, je vais juste introduire en faisant une espèce d'inventaire de ce qu'on a fait pour faire baisser les prix pour le consommateur. Donc l'idée de cette session, vous avez bien compris, Jean-Marc vient de le rappeler, c'est d'expliquer pourquoi la stratégie économique dans les pays de l'OCDE a été depuis 30 ans même plus, d'avoir les prix les plus bas possibles à nouveau pour le consommateur. Je voudrais me demander ce qu'on a fait pour cela et pourquoi aujourd'hui ça pose problème. Et après, les camarades élaboreront beaucoup plus en détail sur certains points. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en gros pour faire baisser les prix pour le consommateur? Jean-Marc vient de le dire, on a délocalisé. Aujourd'hui, le coût moyen de production dans les pays émergents est un peu inférieur à la moitié du coût de production unitaire, en corrigeant de la productivité en France, par exemple. On peut calculer mécaniquement que les délocalisations font aujourd'hui baisser le niveau des prix en France d'à peu près 4 points. Évidemment, aujourd'hui, on parle de relocalisation, et on voit bien que relocaliser, ça veut dire faire monter les prix de ce que nous allons consommer.
Ensuite, Jean-Marc vient de le dire aussi, on a déréglementé les marchés du travail. Alors, pas en France, mais dans la plupart des pays de l'OCDE, on a déformé le partage des revenus au détriment des salariés. Les salaires ont augmenté moins vite que la productivité. Mais voyez qu'en France, depuis quelques années, on ne fait plus de coups de pouce au SMIC, par exemple. On a simplement fait suivre le SMIC à l'inflation sans donner de hausse du pouvoir d'achat sur les plus bas salaires. Et puis, on a développé, alors très fortement en France, d'ailleurs par rapport à d'autres pays, d'autres formes de travail, les indépendants qui travaillent sur les plateformes, par exemple, les auto-entrepreneurs. Tout ceci, évidemment, réduit le coût du travail. On a en Europe, alors c'est plus du tout le cas aux États-Unis, comme vous le savez, et là c'était vraiment une exception, on a une pratique de la concurrence qui reste encore, même si elle évolue un peu, très centrée autour de l'idée qu'il ne faut rien faire qui puisse conduire à des hausses de prix à court terme pour le consommateur. Vous savez que c'est très débattu, qu'on aimerait peut-être une vision plus dynamique ou plus de long terme de la concurrence, et c'est un point important. Bien sûr, quatrième technologie pour faire baisser les prix, on utilise massivement des énergies fossiles. Le passage au renouvelable qu'on veut faire aujourd'hui va certainement faire monter les prix de l'énergie fortement. Alors c'est très difficile à chiffrer parce qu'on a des courbes d'apprentissage extrêmement violentes. Vous voyez, par exemple, le prix de l'énergie éolienne a été divisé par 5 en une dizaine d'années, donc on fait beaucoup de progrès. Enfin, on peut s'attendre probablement dans les 20 prochaines années, même avec ces courbes d'apprentissage, à un doublement du prix de l'électricité par rapport à aujourd'hui. Et puis, deux autres choses encore qu'on a faites pour obtenir les prix les plus bas pour le consommateur. Vous savez, c'est un point qui est très important quand vous regardez les problèmes de distribution, les problèmes d'agriculture, par exemple. On a une relation distributeur-producteur qui est très favorable aux distributeurs, qui s'est doté d'instruments puissants comme les centrales d'achat face à des producteurs qui sont dispersés, et ceci aboutit en fait à l'écrasement des marges des producteurs à nouveau pour arriver à des prix les plus bas pour le consommateur. Et puis Jean-Marc le rappelait à l'instant, les coûts plus bas pour les entreprises, c'est pas seulement le coût du travail, c'est aussi le coût du capital. Alors il y a l'utilisation plus intensive du capital que tu mentionnais, et il y a aussi les taux d'intérêt très bas. Les taux d'intérêt très bas, ça participe à l'obtention de prix bas pour le consommateur, parce que ça permet aux entreprises de substituer du capital au travail. Aux États-Unis en ce moment, par exemple, on est en train de faire disparaître absolument la profession de caissière dans les magasins, qui est robotisée, et ce qui se fait évidemment beaucoup plus facilement quand les taux d'intérêt sont très faibles. Donc vous voyez, voilà, donc je finis là-dessus, sur ce premier tour. On a vraiment tout utilisé sur la localisation, sur le fonctionnement du marché du travail, sur les règles de la concurrence, sur l'énergie, sur les relations distributeurs-producteurs, sur les politiques monétaires, avec comme idée que plus de bien-être, c'était associé à des prix plus bas à la consommation. Et bien sûr, ce qui est remis en cause aujourd'hui, c'est que ceci conduise à plus de bien-être. Et donc on aimerait à nouveau relocaliser, monter les bas salaires, fabriquer des champions européens qui seraient de grande taille, passer aux énergies renouvelables et redonner du pouvoir d'achat aux paysans et peut-être à un certain moment remonter les taux d'intérêt pour éviter les bulles sur les actifs spéculatifs. Donc on voit bien que la problématique, c'est tout ce qu'on a fait pour obtenir, soi-disant, cette amélioration du bien-être pose vraiment problème aujourd'hui. Et il faut, après ce que nous ferons, se poser la question des moyens de sortir de ce modèle économique. Alors, on va y venir plus tard. Deuxième intervenante plutôt, en l'occurrence, Anne-Laure Delatte. Anne-Laure est chercheuse au CNRS, elle est rattachée à l'Université Dauphine, c'est la locale de l'ETAP. Elle travaille sur les questions de finance, de macro international. Elle est aussi chroniqueuse dans un journal concurrent dont le nom commence par un L, ce qui vous avancera beaucoup pour deviner duquel il s'agit. Et puis, elle fait aussi un podcast que je vous conseille d'écouter qui s'appelle Un shot d'écho. Le dernier est titré « Peut-on vivre d'amour et d'eau fraîche ?» et Anne-Laure m'a autorisé à spoiler un tout petit peu pour dire que la réponse est hélas plutôt non. Et ce podcast, vous pouvez le retrouver sur les grandes plateformes. Mais revenons à notre économie du moins cher, même si ce podcast est scandaleusement gratuit. Alors, Anne-Laure, pourquoi la fin de cette économie du moins cher est selon toi à la fois inévitable et nécessaire ? Alors merci beaucoup et je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Vous le saurez en 4 minutes et c'est pas hélas parce que finalement c'est une bonne nouvelle qu'on ne puisse pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais je vous laisse le découvrir. Alors donc
En fait, ce que vient de décrire Patrick Artus, c'est que on a vécu sur une économie moins chère. Notre régime économique a notamment produit. En fait, il s'est reposé. Il a reposé sur des prix moins chers, et ces prix moins chers ont eu des effets. Il y a eu des externalités positives et négatives, mais on est en train de constater que il y a plutôt une majorité d'externalités négatives. Externalités pour les apprentis économistes, vous savez peut-être ce que c'est des effets qui ne sont pas intégrés dans les profits individuels notamment. Et en fait, on est à un moment de bifurcation. Et là, c'est vraiment, il me semble que c'est important devant des jeunes de moins de 20 ans de réaliser que vous allez vivre dans un monde qui est très différent de celui dans lequel on a vécu. Moi, je suis née dans les années 70, donc je suis née avec le régime qu'on connaît. En fait, je suis née avec le début de ce régime-là. Et vous êtes en train de vivre, alors peut-être c'est ceux qui sont nés dans les années 2000-2010 qui seraient l'équivalent, mais on va vivre là un changement radical. Et donc on est à un moment de bifurcation. Et pour le ramener à un sujet économique, ce moment de bifurcation, il va passer notamment par les prix. Et en fait, il y a une façon de comprendre le sujet aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, on n'a pas le choix. On va vivre cette bifurcation et elle va passer par une augmentation des prix. Alors, ça ne veut pas dire de l'inflation, ça veut dire une différence de prix relatif. En fait, il y a certains prix qui vont énormément augmenter et d'autres pas. Alors pourquoi on n'a pas le choix? On l'a probablement tous constaté, il y a des prix qui ont augmenté pendant la pandémie. On est en train d'en parler énormément. Là, à la rentrée, dans les médias, on parle d'inflation. Moi, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille parler d'inflation, mais de modification des prix relatifs. Et vous avez peut-être en tête des anecdotes du type le prix des semi-conducteurs qui a augmenté parce qu'il y a eu des pénuries. En fait, la pandémie, et là, Sébastien va l'expliquer bien mieux que moi, il y a eu des interruptions de chaînes de valeur pendant la pandémie qui font que vous avez eu des interruptions de marché. Donc, il n'y avait plus d'offres, mais il y avait de la demande. Et quand la croissance a repris très fortement, ça a eu un effet sur les prix. Donc là, normalement, je ne dois absolument pas vous surprendre, puisque je crois que vous faites de la microéconomie. C'est vraiment un effet juste marché. Le problème, ça, c'est un effet conjoncturel. La pandémie n'est pas derrière nous, elle va encore continuer, mais bon, on va quand même à un moment sortir de ça. Mais il y a des facteurs fondamentaux qui laissent penser qu'en fait, les prix vont augmenter, certains prix vont augmenter. Et parmi eux, évidemment, la décarbonation. Donc le fait, cette bifurcation dont je vous parle, la transition du régime économique vers une économie neutre à émissions carbone, celle qu'on souhaite, elle va avoir des effets sur les prix de l'énergie en particulier. Le deuxième facteur, c'est le protectionnisme. On revient vers un monde qui va probablement mettre beaucoup plus de contraintes, de barrières au commerce. Et ça, comme vient de l'expliquer Patrick, de la même façon que ça a fait baisser les prix, la globalisation commerciale, le fait qu'on va mettre des contraintes, ça va probablement faire remonter certains prix. Et enfin, le troisième facteur fondamental, malheureusement qui va devenir fondamental, c'est les événements extrêmes qu'on va subir dans les 30 prochaines années. Le GIEC a sorti un rapport cet été qui nous dit que même si on changeait tout aujourd'hui, si on était capable d'avoir un régime neutre en émissions carbone, on a accumulé tellement de carbone dans l'atmosphère que ce qu'on vient de vivre, pandémie, inondation, incendie, ça va être notre quotidien dans les 30 prochaines années. Pardon, mais il faut avoir ça en tête. Et donc de la même façon qu'il y a eu des perturbations sur les prix lors de la pandémie, en fait, on va avoir ça en permanence. L'incertitude, c'est qu'on ne sait pas sur quel secteur exactement, puisqu'on n'est pas capable d'anticiper quel type exactement d'événements extrêmes on va subir. J'ai encore 1 minute. Alors ça, c'est pourquoi on n'a pas le choix. Les prix, mais encore une fois, ce n'est pas de l'inflation, c'est des prix relatifs. Certains prix dans certains secteurs vont augmenter, mais on ne sait pas exactement lesquels, même si bien sûr, au-delà de l'énergie. L'énergie, les prix de l'énergie vont augmenter. Maintenant, on doit
on doit augmenter ces prix. Et là, on doit, parce que pour faire cette bifurcation, pour faire la transition vers un régime plus soutenable, il faut changer les incitations des consommateurs et des producteurs. Et ça se fait par les prix, notamment. Ça se fait autrement, mais ça peut se faire par les prix. Et donc, pour changer les comportements, bien, en fait, ça, j'imagine que vous l'avez en tête, il va falloir changer justement le prix de l'énergie, le prix du carbone, et le prix du carbone va augmenter sous l'effet de taxes, notamment. Et toutes les énergies fossiles, on le voit là, hein, on a vu ça à la rentrée, et depuis un an, les prix du gaz ont été multipliés par 6, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, on a de la volatilité très importante avec des prix qui augmentent, mais en fait, il le faut. Alors, je reviendrai sur, il ne faut pas que ça augmente, ça soit multiplié par 6 en un an, sinon c'est catastrophique. Mais de toute façon, il va falloir que les prix de l'énergie fossile augmentent. Et le deuxième point sur lequel, qui a été analysé par Patrick, c'est qu'un autre prix qui pourrait contribuer à changer les comportements, c'est les salaires, dans le sens où pour peut-être revaloriser certaines professions dont on a besoin, soit dans le tissu productif, soit dans les professions du care. Dans le tissu productif, on dit beaucoup qu'on ne trouve plus d'apprentis soudeurs en France. Il y a pas mal de métiers qui ont disparu du fait de la désindustrialisation française. Il est possible que certains salaires avec la relocalisation augmentent, et c'est heureux parce qu'on pourra peut-être réattirer ces métiers-là. Puis dans les professions du care, qui, on l'a vu, ont été largement dévalorisées, et pourtant dont on a énormément besoin dans une économie très instable, dans une société, très instable. Tout ça, ça va probablement avoir des effets sur certains salaires. Ça je le souhaite. Merci Anne-Laure. Alors Patrick nous a raconté l'enfer de l'économie du pas cher, et toi tu nous décris une économie du plus cher qui n'est pas forcément très rose. J'espère qu'on va donner un petit peu des signes d'espoir aussi. Troisième intervenant, donc Olivier Babot. Olivier est président de l'Institut Sapiens, un think tank d'un nouveau type dont le motto c'est de replacer l'humain au cœur du numérique. Il est professeur à l'Université de Bordeaux. Son dernier livre s'appelle « Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités » chez Buchet-Chastel. Donc on voit qu'on est aussi autour de ce sujet-là. Et pour toi, le choix du toujours moins cher, il a provoqué l'exil industriel. C'est là-dessus que tu vas d'abord focaliser ton attention. Vous savez ce que disait Gramsci, il faut avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors, on aura dans une deuxième partie l'optimisme de la volonté. Alors, on va commencer par le pessimisme de la raison, parce que je souscris à tout ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il y a un symbole dans le fait que le printemps de l'économie ait lieu en automne. C'est toujours comme ça ou non? Non, d'accord, on est d'accord. Il y a eu un petit virus. C'est exceptionnel, mais le pape a eu une phrase pas mal. Je ne lis pas spécialement les encycliques, mais je trouve que c'était pas mal. Il dit on ne vit pas une époque de changement, on vit un changement d'époque. Et c'est probablement ça, en effet, qui est en train de se passer. Alors le contrat de dupe, évidemment, que vous décrivez et que décrit Patrick, est tout à fait celui-là. Hein. On a eu le moins cher sur le moment, et c'est vrai le bien-être, et on ne voyait pas qu'en même temps, on échangeait contre des rentes et un système, un équilibre qui faisait qu'on avait une progression des salaires qui n'était pas la même et qu'on creusait indirectement une forme de mal-être maintenant qu'on voit arriver, c'est tout à fait clair. Ce changement d'époque, c'est pas seulement la fin des 30 Glorieuses, pour moi, c'est la remise en cause, ou en tout cas une forme de crise du progrès et en fait de la promesse des Lumières. Mais avant d'en venir là, il y a quand même un tout petit peu de l'économie du moins cher qu'on peut sauver. Il y a un bon moins cher. C'est le moins cher de la déflation technologique. Depuis 1937, la puissance informatique a été multipliée par 442 millions de milliards. En 1937, le premier ordinateur, il faisait une opération par seconde. Et en mai 2021, le Fugaku a été mis en fonctionnement au Japon. C'est le plus puissant ordinateur. Il fait 442 pétaflops de puissance. Et le coût, évidemment, a vertigineusement chuté. Pareil, évidemment, pour plein de choses, en particulier l'ADN, etc. Mais on a aujourd'hui, dans ce qui s'appelle un téléphone, mais évidemment, c'est un très très mauvais nom, 1 milliard de trucs qu'on avait autrefois pour des sommes probablement 1000 fois supérieures. Donc cette déflation technologique, elle a mis à porter beaucoup de produits qui ne l'auraient pas été. Bon. Mais l'histoire
des Lumières depuis 3 siècles, c'est celle d'une promesse, enfin d'une double promesse. La première, c'était on va pouvoir séparer l'opinion et la connaissance vraie, c'est-à-dire c'est la progression de la science, on met la révélation de côté, la révélation de la transcendance, et puis il y a la question de la connaissance vraie, on va pouvoir progresser sur des connaissances scientifiques. Ça a été le positivisme déçu à partir du XXe siècle, c'est vrai, sur l'idée que la science allait forcément apporter un mieux pour la société. Et puis la deuxième promesse, qui a été tenue en fait depuis 2 voire 3 siècles, hein, c'est celle d'une meilleure vie ici et maintenant, hic et nunc. Vous auriez demandé à quelqu'un au XVIIIe siècle c'est quoi votre but, il vous aurait dit allez auprès de Dieu. Paradisie, c'est le seul truc vraiment bien qu'on puisse souhaiter dans une vie qui par ailleurs était quand même assez dure. La naissance, l'espérance de vie à la naissance, c'était 25 ans au XVIIIe siècle. Et en fait, la modernité a apporté cet espoir ici et maintenant. Nos enfants vont mieux vivre, nous on va mieux vivre, et c'est ce qui s'est passé. Et les 30 Glorieuses, ça a culminé. Le XXe siècle a été, on ne le dit pas assez, mais ça a été le siècle de la plus grande égalisation dans l'histoire de l'humanité depuis le néolithique. Oui, parce qu'avant le paléolithique, tout le monde était égaux, parce que de toute façon, les chasseurs-cueilleurs, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'inégalités. Mais depuis le néolithique, c'est vrai, les inégalités ont augmenté. Et le XXe siècle, ça a été une extraordinaire baisse des inégalités. Et ça a culminé sous Giscard dans l'idée de la grande société de classe moyenne. 2 Français sur 3 étaient censés être à peu près dans ces mêmes types de consommation. On avait accès à la même chose. On avait accès au même type de mode de vie, grosso modo, on vivait à peu près ensemble. Et ben c'est ça, en fait, qui est en train de se briser depuis 30-40 ans très profondément, avec une polarisation qui revient. En 1950, et c'est lié évidemment à l'augmentation de l'exigence cognitive de l'économie dans laquelle on vit. En 1950, seulement 5% des emplois aux États-Unis nécessitaient une licence professionnelle. Aujourd'hui, c'est 30% des emplois qui nécessitent une licence professionnelle. Depuis 1980, la différence de salaire aux États-Unis toujours, mais je pense qu'en France c'est à peu près pareil, entre ceux qui sont diplômés du secondaire et ceux qui sont diplômés du supérieur a été multipliée par 2. C'est-à-dire qu'il y a en fait une polarisation qui se fait entre ceux qui sont très formés et connectés à la mondialisation, pour qui l'économie du plus cher ne sera pas un problème, hein, comme dit Bilout, c'est ça? Il dit bah oui, c'est sûr, hein, quand tu es connecté à la mondialisation, tu te dis bah oui, c'est normal qu'on paye plus cher. Et puis, tout le problème, et peut-être qu'on commence à faire le lien avec les solutions, mais tout le problème, c'est que vous allez avoir plein de gens pour qui cet équilibre du moins cher, mais ça me permet d'avoir accès à un bien-être et à une consommation, à un niveau de consommation qui est devenu mon normal, hein, tout ça, j'ai du mal évidemment à l'accepter, hein, l'acceptation de cette fin de la promesse. Et donc, on a le problème de la gestion du passage dans un autre équilibre, sachant qu'on a cette polarisation qui fait que ça va être beaucoup plus facile pour certains que pour d'autres. Voilà. Merci Olivier. Maintenant Sébastien Jean, tu es directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Au bout de 40 ans, j'arrive à connaître le sigle à peu près correctement, je crois. Tu as beaucoup travaillé sur le commerce mondial, sur le commerce entre pays, qui est évidemment au cœur de cette économie du moins cher. Tu as aussi commis récemment une bande dessinée qui s'appelle La folle histoire de la mondialisation avec Isabelle Bensidoun, qui est aussi du CEPI aux éditions Les Arènes, et qui est une façon d'expliquer ça aussi de manière très, très, très pédagogique. Et pour toi, donc, cette économie du moins cher, elle vient d'abord des excès du libéralisme. Oui, je trouve que d'ailleurs ce sujet, cette invitation à débattre est particulièrement stimulante. D'abord parce que ça nous renvoie à un certain nombre de dérives qui, je pense, sont spectaculaires par certains côtés et nous choquent le bon sens à beaucoup d'égards. C'est-à-dire dans le domaine de la mode, par exemple, la fast fashion, où on a des marchés finalement où on a des vêtements qui sont portés même pas 2 fois en moyenne, ou qui du coup sont produits dans des quantités pantagruéliques. Il y a une sorte de perte de sens, c'est-à-dire des objets ou des produits qui finalement ont un prix très bas, mais auxquels on accorde très peu de valeur et dont on constate à côté qu'ils sont à l'origine de beaucoup de problèmes, hein, de différentes façons. Et c'est très stimulant parce qu'en même temps c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que c'est amusant finalement aujourd'hui de venir débattre de sortir du low cost alors qu'une partie du débat économique est autour des problèmes de pouvoir d'achat. Donc, je reconnais le sens du paradoxe et de Patrick Artus dans le fait de poser les choses de cette façon-là. Et je crois que c'est très pertinent, mais en même temps, il faut bien être conscient du paradoxe. C'est-à-dire que l'inverse du moins cher, c'est le plus cher. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de demandes pour du plus cher, alors que le tarif du gaz réglementé en France a augmenté de 70% depuis le début de l'année. Je précise, ce n'est pas le même. Anne-Laure parlait de fois-ci, ce n'est pas incompatible, mais là, je parle du tarif réglementé en France.
Donc, et je parle de ça parce que c'est en termes de pouvoir d'achat, c'est important évidemment. Et souvent, le corollaire du moins cher a été le moins riche, c'est-à-dire plus d'inégalités. On voit bien que les deux sujets sont étroitement connectés. Donc là, on a, je dirais, vraiment un point de départ, je crois, particulièrement stimulant pour réfléchir. Qu'est-ce que c'est, au fond, comment moi j'interprète ce que j'ai compris surtout comme une parabole finalement. Je l'interprète autour de deux problèmes. Le premier, c'est que dans les politiques économiques depuis plusieurs décennies, on a eu une tendance à privilégier le consommateur, à avoir vraiment la focalisation sur le consommateur. C'est particulièrement vrai en Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe s'est quand même constituée autour de son marché unique, enfin autour de son marché qui est devenu le marché commun qui est devenu le marché unique, et les politiques de concurrence, par exemple, la suppression des barrières internes au marché européen, puis les politiques de concurrence ont toujours été un axe fort de la construction européenne. Et elles sont vraiment axées sur la défense des intérêts du consommateur. De la même façon, d'ailleurs, la libéralisation commerciale par rapport à l'extérieur, à l'étranger, avait aussi l'objet notamment de favoriser le consommateur, et d'ailleurs effectivement elle s'est traduite par des gains de pouvoir d'achat qui sont significatifs, difficiles à chiffrer, selon certaines études de l'ordre de 1 000 € par an et par ménage en moyenne, hein. Évidemment les moyennes sont toujours trompeuses, mais significatives. Donc premier aspect, on a beaucoup raisonné, construit des politiques économiques autour du consommateur. Deuxième aspect, on a beaucoup, je crois, construit les politiques publiques autour de l'économie. Et ça, ça s'exprime par le fait que je crois que ce qui est gênant, au fond, ce n'est pas tellement le bas prix. Ce qui est gênant, c'est la faible exigence en dehors du prix, à côté du prix. Faible exigence en termes de normes sociales ou de distribution de la valeur ajoutée, hein, sur les conditions de rémunération ou les conditions de travail des salariés qui se produisent. Moindre exigence en termes environnementaux sur les normes qu'on va associer en termes de limitation de la pollution, de limitation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi de suite. Moindre exigence en termes de souveraineté. C'est-à-dire que souvent, finalement, on a raisonné en donnant la priorité aux gains économiques directs, en oubliant un peu le corollaire que ça aurait en termes de notre capacité de maîtrise sur ce que l'on produit. Et donc, in fine, on s'en aperçoit aujourd'hui de façon assez flagrante avec la pandémie et tous les débats que ça occasionne, in fine, moindre exigence en termes de souveraineté. Donc, on a un peu souvent subordonné le raisonnement, la construction des politiques publiques aux intérêts commerciaux, à la compression des prix. Et d'ailleurs, j'aurais pu parler de qualité aussi, c'est aussi un aspect évidemment important. Et donc, c'est une sorte de biais, hein, c'est-à-dire de biais, et au fond, ça me renvoie à une citation que j'aime bien de Karl Polanyi, l'historien économiste, qui disait « Rien n'obscurcit aussi efficacement notre vision de la société que le préjugé économiste ». Et bien là, je pense, on est dans le préjugé économiste, au fond, quand on réfléchit aux sources de ce low cost. Hein, on a trop exclusivement focalisé sur le raisonnement économique. Il faut réencastrer finalement le marché dans les relations sociales pour qu'on ait un système qui retrouve plus de sens dans sa diversité, dans la complexité de ces différentes dimensions. Merci. Merci. Donc Sébastien Jean est un économiste qui nous dit que l'économie est trop économique, parce que quelque chose qui est économique, c'est quelque chose qui n'est pas cher. Hein, voilà, Absolument. Mais, et je note, Jean-Marc, effectivement, je répondais au paradoxe de Patrick Artus par une sorte de paradoxe en tant qu'économiste, mais le terme de Karl Polanyi, ce n'est pas le préjugé économique, c'est le préjugé économiste. Hein, donc c'est un biais dans la vision qui exclut un peu les autres dimensions des relations sociales, enfin de l'organisation publique. On l'avait bien compris comme ça. Alors Olivier a même souligné un point important qui moi me tient à cœur, c'est qu'on a même du bon moins cher. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien. Tu évoquais l'ordinateur, hein, donc ça c'est 1000 fois ou 10 000 fois plus puissant que les premiers ordinateurs. Ça vaut 100 000 fois moins cher, et les premiers ordinateurs, ils tenaient dans une pièce qui faisait la taille de cette estrade, qui devait être toujours à 18 degrés, parce que sinon ça ne marchait plus. Donc voilà. Et je voudrais demander aux trois autres panélistes s'il y a même du bon moins cher. Anne-Laure.
Là, en fait, ce qu'a décrit Olivier, c'est le processus classique de l'innovation, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment un moteur de la croissance économique. Effectivement, l'innovation permet des gains de productivité qui réduisent les prix. Donc, évidemment que ça n'est pas toujours... Enfin, de toute façon, c'est évidemment que ça n'est pas négatif et qu'il y a des avantages à ça, et c'est même là-dessus que repose notre système économique. Donc je pense que ce que tu veux nous faire dire, c'est qu'il y a une bonne innovation, il y a une bonne et une mauvaise innovation. C'est peut-être ça, en fait, qu'il faut avoir en tête, c'est réfléchir à ce qui est peut-être... Sébastien mobilisé Polanyi, c'est ça, c'est avoir l'utilité sociale des innovations en tête. Il y a un débat sur la 5G. Est-ce qu'on a besoin de la 5G? Est-ce que les citoyens lambda ont besoin de la 5G, de la vitesse de la 5G? Ou alors est-ce que ça va générer trop d'émissions carbone par rapport à l'utilité sociale de la 5G? C'est des questions qui peuvent être débattues, en tout cas, dans la cité. Patrick, un mot là-dessus? Oui, je vais dire un mot de statistique. Quand vous regardez les indices de prix, normalement, ils sont corrigés de l'amélioration de la qualité des produits. Et dans certains cas, c'est absolument spectaculaire. Si vous regardez les prix, par exemple, des biens d'équipement, ce qui inclut l'informatique, l'électronique achetés par les entreprises, ils ont baissé par rapport à l'ensemble des prix de plus de la moitié dans les 20 dernières années. Ce qui est censé représenter le téléphone portable qu'Olivier a agité, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de ces biens, et en particulier de tout ce qui est lié à l'électronique. Et donc, il y a une bonne désinflation ou des bons prix bas qui est effectivement la qualité, quoi. Alors, vous savez, par ailleurs, qu'il y a quand même un énorme débat sur notre capacité à mesurer réellement les effets de qualité. Nous utilisons 10% des capacités de nos ordinateurs et pourtant le comptable national suppose qu'on en utilise 100%. Je veux dire. Donc peut-être on surestime assez fortement cela. Mais enfin, vous voyez que oui, il y a des bons prix bas, c'est ceux qui résultent de l'amélioration de la qualité des biens. Mais à nouveau, cette qualité est normalement intégrée dans les prix tels que les organismes de statistiques nous les montrent. Sébastien? Évidemment, il y a une bonne baisse des prix, un bon low cost, simplement parce qu'elle reflète des gains de productivité qui sont, à long terme, le principal moteur de notre croissance économique. Maintenant, au fond, ce qui est important, ce n'est pas tellement les prix dans l'absolu, ce sont les prix relatifs, les prix des produits les uns par rapport aux autres. En France, c'est ce qui a été très bien décrit depuis il y a longtemps déjà par Jean Fourastier pour expliquer la trajectoire des développements économiques. Il faisait remarquer, par exemple, qu'au XVIIe siècle, une tapisserie des Gobelins, ça valait le même prix qu'un miroir de 4 mètres sur 4. Aujourd'hui, ça vaut 5000 fois plus. Enfin, aujourd'hui, au moment où il écrivait, donc fin des années 70, début des années 80. Et c'était une façon de montrer que cette évolution des prix, elle était purement guidée par l'évolution des productivités. Et du coup, on assiste à des évolutions de prix relatifs spectaculaires. Et là, pour moi, ça ramène à ce paradoxe que je mentionnais tout à l'heure, de parler de low cost et des problèmes que ça pose, alors même qu'on a aussi des problèmes de pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que, certes, les prix d'un certain nombre de biens, de produits ont beaucoup baissé, sont devenus même, dans certains cas, on a l'impression, étonnamment faibles. Mais dans le même temps, quand on regarde l'évolution des prix et l'évolution des dépenses, des structures de dépenses, on s'aperçoit qu'on a une montée impressionnante de ce que l'INSEE appelle les dépenses préengagées. Les dépenses préengagées, qu'est-ce que c'est? C'est des dépenses qui sont automatiques, sur lesquelles vous n'avez pas le choix. Donc ça inclut le loyer, l'abonnement électrique, l'assurance. D'ailleurs, ça inclut dans leur définition la cantine des enfants aussi. Ça va inclure l'abonnement de téléphone, etc. Aujourd'hui, d'après les statistiques publiques, je vous renvoie par exemple d'ailleurs à une note de France Stratégie, pas très ancienne là-dessus, parmi les ménages pauvres, les dépenses préengagées, c'est 40% de la consommation totale. Et c'est en forte augmentation
par rapport à ce que c'était il y a 2 ou 3 décennies. Et c'est beaucoup plus élevé chez les pauvres, évidemment, que chez les ménages aisés. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir ce paradoxe, c'est-à-dire à la fois, effectivement, un certain nombre de produits qui sont beaucoup moins chers, et malgré tout, un certain nombre de gens qui éprouvent vraiment des difficultés de pouvoir d'achat. Et ça nous ramène à l'un des corollaires aussi des autres problèmes, disons, auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est-à-dire une inflation des prix d'actifs qui est vertigineuse. C'est-à-dire à la fois, on a beaucoup de produits qui valent très peu cher, et aujourd'hui, on a des prix des actifs, des prix de l'immobilier en particulier, qui sont extravagants. Parce que, en fait, qu'est-ce que sont ces dépenses préengagées? Si maintenant je prends une approche statistique, pour plus des 2/3, c'est des coûts de logement. Et donc, voilà, on a une sorte de grand écart qui joue évidemment sur la distribution des richesses et des pouvoirs d'achat de façon très problématique. C'est effectivement un facteur d'accroissement des inégalités, cette envolée des prix de l'immobilier qui est tout à fait majeure. Donc vos constats sont assez convergents. Je pense que c'est même important de faire cette distinction entre les bons et les pas bons, pas chers. Et maintenant, on va passer sur le versant des solutions. Donc comment est-ce qu'on va vers une économie du plus cher? Comment fait-on? D'abord pour ceux qui ont le moins d'argent, recoucou biloute, et ensuite pour les finances publiques, parce qu'il faut tout de même, ça pose évidemment à ce moment-là toute une série de questions sur les finances publiques et l'équilibrage des finances publiques. Alors on peut dire aujourd'hui on n'est plus à 10 milliards près, mais bon, c'est même pas si simple. Et puis aussi pour tous les produits qui sont en concurrence sur les marchés mondiaux. Alors on va commencer par Olivier. Je m'y attendais pas, je pensais parler plus tard, mais vous savez, on disait autrefois, il ne faut pas désespérer Billancourt. Aujourd'hui, on dirait, il ne faut pas désespérer les ronds-points. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que quel est l'homme politique ou la femme politique capable d'annoncer aujourd'hui on va faire du moins, c'est-à-dire avec succès, je veux dire. Parce qu'effectivement, ce qu'a annoncé le président récemment, c'était plutôt toujours plus, c'est toujours du plus. On n'arrive pas à sortir de cette promesse fondamentale. Alors, il y a une première chose à dire, je crois, c'est qu'en fait, on n'a pas eu trop de concurrence. On n'en a pas assez. Alors, c'est le livre de Thomas Philippon, The Great Reversal, qui explique que les États-Unis ont abandonné la concurrence, en fait, et que si on regarde les chiffres, ils ont laissé des formes de monopole ou de quasi-monopole, d'oligopole de marché se développer, ce qui a créé des rentes, et c'est le cas des GAFA, mais pas seulement. C'est évidemment favorisé et accéléré par l'effet économique des plateformes, la loi de Metcalfe, vous savez, qui fait que l'utilité d'un réseau étant égale au carré du nombre d'utilisateurs, le winner takes all, la grande plateforme va naturellement monopoliser, donc avoir une puissance de monopole et imposer ses prix. Donc on n'a pas assez de concurrence, on en a eu trop. Mais alors évidemment, là on peut dire, bah oui, mais notre problème c'est qu'on a été en concurrence avec des pays à bas coût. Le problème c'est qu'on n'a pas eu assez de concurrence non faussée, de concurrence juste et non faussée. On parlait du low cost aérien. Il y a quand même, moi quand j'explique à mes étudiants le low cost, je dis quand même, il y a quelque chose, d'abord, il y a eu la démocratisation que ça a permis. Bon, il va falloir expliquer aux gens qui ne vont plus partir en week-end, parce qu'ils ont pris l'habitude de partir en week-end à Barcelone pour 30 €, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans le low cost? Oui, on a certes fait une rotation plus grande des appareils, donc on utilise mieux les actifs, mais on a enlevé les trucs qui étaient inutiles dans le service. On a enlevé le verre de champagne que vous avez sur Air France. Et ça a permis aussi de baisser les prix. Alors il y a une partie de ce low cost qui est moins légitime et qui est plus problématique. C'est celui des contrats de travail qui sont faits à l'étranger parce que ça permet de baisser les prix. Et donc finalement notre vraie question, c'est pas en elle-même est-ce qu'il ne faut pas travailler à baisser les prix, à faire une offre qui corresponde le mieux à ce que veut uniquement et sans fioriture le consommateur, c'est sur quel minimum social, de qualité sociale et environnementale on veut s'entendre pour qu'on soit dans une concurrence non faussée. Et on n'a jamais rien trouvé en économie mieux que le signal prix, c'est vrai. Et donc, comme tu disais, il faut donner un prix au carbone. Si on veut que le carbone soit pris en compte, il faut donner un prix au carbone. Il faut donner un prix aux exigences sociales. Et on ne peut pas continuer. Notre vrai problème, c'était qu'on a été en concurrence avec des gens qui étaient à bas coût, non seulement parce que là-bas, le coût de la vie relatif est différent, mais parce que le type de protection sociale n'est absolument pas le même. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on joue à égalité. Et puis, j'ajoute qu'il y a un autre problème, il y a une autre angoisse, c'est que le risque, c'est qu'on soit en train de s'inverser. Donc, c'est
cherry on the cake, c'est de dire que demain, on va être le pays à bas coût qui va produire les trucs pour des pays qui, eux, vont nous exporter, qu'on va devoir importer, des produits à très haute valeur ajoutée. Je ne sais pas si vous avez vu, hier dans le Financial Times, il y a un ancien responsable du Pentagone qui a dit « Les États-Unis ont perdu la guerre de l'intelligence artificielle face à la Chine ». Or, si vous regardez l'histoire des civilisations, la civilisation qui a dominé les autres n'a jamais été que celle qui avait la meilleure techno. C'était vrai de l'Angleterre quand elle avait les longbows face à nous à Azincourt, et ça a toujours été vrai dans toute l'histoire, depuis la bataille de Kadesh. Enfin, on peut tout faire, tous les combats autrefois, c'est vous avez la meilleure techno, vous dominez les autres, posez-vous la question de qui a la meilleure techno. Donc peut-être que demain, notre vrai problème de l'économie du low-cost, c'est qu'en fait, ça va devenir nous, les low-costers. Avec la question finale, c'est comment on paye le système de protection sociale le plus généreux du monde, avec un budget évidemment de low-coster. Et là, ça va être évidemment très compliqué. Voilà. Alors, signal prix pour l'environnement, hein, on commence à le voir, hein, il y a toute une discussion européenne en ce moment sur la taxe carbone aux frontières. On voit à peu près les outils qu'on peut déployer. Sur le coût du social, c'est encore beaucoup plus embryonnaire. Il y a toute une réflexion qui est une réflexion théorique qui enfin, est aussi très, très, très appliquée, mais qui reste à faire pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça autrement que par de la réglementation. Et donc voilà. Anne-Laure. Alors, Olivier vient de nous parler de réglementation, en gros, donc, en tout cas, réglementation sur la concurrence. Donc, une des solutions qu'Olivier vient de nous décrire, c'est de faire en sorte que la concurrence soit plus assurée que ce qu'elle ne l'a été. Tu nous as aussi parlé de taxe carbone, prix du carbone, donc on est plus sur des réglementations et normes, j'ai l'impression. Et moi, je vais vous parler de l'intervention... Mais on est sur une intervention publique, en fait. Là, on est déjà sur une intervention publique. Moi, je vais vous parler d'un autre type d'intervention publique qui, pour moi, il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est que donc le prix du gaz a énormément augmenté cette année et le Premier ministre est venu à la télévision la semaine dernière pour nous dire qu'il allait geler ses prix, mais il les gèle en l'état actuel, les prix de l'énergie. Il les a gelés et il a fait un chèque pour 5 millions de Français, il me semble, un chèque qui va compenser une perte de revenus liée à l'augmentation du prix de l'énergie. Alors ça c'est bien, mais c'est déjà trop tard. En fait, il fallait le faire et on est en train de réfléchir au niveau européen à faire ce genre de compensation de façon européenne, mais c'est déjà trop tard. En fait, la première intervention publique, elle est de stabiliser les prix dont on sait pour le coup qu'ils vont augmenter, c'est les prix de l'énergie. Et on sait pourquoi ils vont augmenter, on va les augmenter pour changer les incitations, vous vous souvenez? Donc en fait, l'idée, c'est que on mette en place des politiques publiques qui permettent de réduire, enfin en tout cas de stabiliser ces prix. Et donc la meilleure énergie qu'on consomme, c'est celle qu'on ne consomme pas, justement. Enfin, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc une politique publique qui aurait favorisé beaucoup plus, qui aurait été efficace à isoler les logements des Français, aurait eu du coup un impact direct sur la facture énergétique des ménages français. Donc c'est ça en fait qu'il faut mettre en place. Il faut. Hein. Mais en tout cas, une intervention publique, une politique publique doit avoir en tête une anticipation des effets à venir. Donc c'est vraiment stabiliser les prix. Là, ça a déjà trop augmenté. On a gelé les prix, c'est bien, mais on les a gelés à un niveau qui est déjà trop élevé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le deuxième type d'intervention publique, on a tous parlé d'inégalité, en fait. On a tous dit que les effets, Sébastien parlait de pouvoir d'achat, effectivement on est dans un espèce de paradoxe, enfin, qui pourrait être un paradoxe, de se dire bah bon, il y a des prix relatifs qui vont, enfin les prix relatifs vont changer, il y a des prix qui vont énormément augmenter, et on sait par exemple que parmi les ménages les plus pauvres, l'énergie représente 10% de leurs revenus. Bon, donc on sait qu'il y a des ménages qui vont être beaucoup plus impactés que d'autres. Et donc la politique publique, là,
elle doit réfléchir en termes d'hétérogénéité, c'est-à-dire prendre en compte les effets hétérogènes de cette modification des prix relatifs, et notamment des prix de l'énergie, mais d'autres aussi. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir des politiques publiques qui compensent les effets de revenus de ces modifications de prix relatifs. Et c'est là qu'on arrive aux finances publiques, parce que comment est-ce qu'on fait pour distribuer des chèques énergie régulièrement? Parce qu'en fait, c'est ça qui va se passer. On va distribuer des chèques énergie régulièrement, en tout cas, il va le falloir si on veut compenser les effets revenus. Et le premier point qui est d'isoler mieux les maisons, etc., ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc en fait, ça va poser un vrai enjeu de finances publiques. Je ne veux pas dire problème, parce que c'est un enjeu, en fait. Bon, il va falloir trouver des solutions. Et est-ce que j'ai encore une minute ? Une. On nous parle, il y a deux solutions, il y a deux voies. On nous parle finances publiques, il y a une voie en ce moment qui parle beaucoup politique monétaire. C'est assez curieux parce que si vous avez fait de la macroéconomie, on a la politique budgétaire d'un côté et la politique monétaire de l'autre. Mais là, on est en train de demander beaucoup aux banques centrales d'acheter de la dette publique pour la rendre soutenable, pour baisser le coût de financement des États. Et en fait, on demande énormément à la politique monétaire. Il y a même un courant qui s'appelle la théorie monétaire moderne, qui dit que, en fait, on n'a pas besoin de rembourser les dettes, qu'on peut émettre de la monnaie de façon infinie. Ben, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est pas une bonne chose. Et en fait, le deuxième volet de comment est-ce qu'on peut résoudre l'enjeu des politiques publiques, c'est de façon très classique par la fiscalité. Et il faut probablement réfléchir à une fiscalité qui permette de redistribuer les gains de certains vers les pertes, vers ceux qui vont perdre de ces mouvements de prix relatifs. Merci. Sébastien, les solutions? Moi, je repars disons, en tout cas de la green analyse qui était la mienne, c'est-à-dire de mettre en avant deux aspects qui me semblent problématiques, c'est-à-dire d'une part la focalisation excessive sur le consommateur et d'autre part la focalisation excessive sur les aspects purement économiques. Sur le consommateur, d'ailleurs, soit dit en passant, le développement de monopoles ou le défaut de concurrence, c'est un problème américain. Pour moi, ce n'est pas un problème européen. Et tant mieux. Je veux dire, je pense que, en tout cas, on a une politique de la concurrence forte. Le problème, c'est plutôt, à mon sens, de savoir comment est-ce qu'on élargit la focale, comment est-ce qu'on tient bien compte des objectifs autres que la concurrence libre et non faussée et que des prix bas dans les politiques publiques. Soit dit en passant, et Patrick le dit dans son article à juste titre, c'est souvent en fait les consommateurs et les actionnaires. Et une partie de l'histoire récente, c'est aussi cette évolution du capitalisme vers un capitalisme de la valeur actionnariale, où on a une gestion des entreprises qui est trop exclusivement guidée par la maximisation de la valeur des actionnaires. Alors, on a vu en France, il y a eu notamment dans la loi PAC de 2019, la création du statut d'entreprise à mission pour essayer de sortir un peu de là et de dire qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir des objectifs qui soient autres que la maximisation des profits. Bon, je crois que pour l'instant, tout ça a un peu du mal à trouver ses marques. On a vu l'exemple un peu, en tout cas, qui laisse perplexe de Danone et du débarquement de Emmanuel Faber qui a été débarqué alors qu'il avait un peu symbolisé cette évolution. Ça a été probablement le porte-drapeau le plus visible. On voit que ça a du mal à trouver sa place. Mais je crois qu'il y a quand même un problème de gouvernance globale, que par exemple la représentation d'autres personnes que les actionnaires au conseil d'administration, des salariés par exemple, ou des stakeholders comme on dit en anglais, mais des parties prenantes de l'entreprise autres que les actionnaires, est quelque chose qui serait important de développer, parce que ça serait aussi une façon de ne pas se focaliser, d'éviter ce préjugé économiste d'une certaine façon. Du point de vue des politiques publiques, ça veut dire aussi que dans la façon de concevoir la régulation des politiques européennes, notamment même la mise en œuvre de la politique de concurrence, mais d'une façon générale la mise en œuvre des politiques publiques, il faut essayer de prendre en compte d'autres aspects que la pure concurrence, et ça veut dire notamment reconnaître qu'il y a des domaines dans lesquels les efforts publics sont nécessaires,
pour donner une impulsion vers des aspects qui ne soient pas seulement la libre concurrence, mais qui soient, par exemple, la construction de nos moyens d'action dans la transition climatique, par exemple, hein, dans les technologies de la transition énergétique. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer ça au volet économique. Ça serait une grosse erreur, je pense, de passer par pertes et profits, ce qui a pu être fait sur le volant économique, juste parce qu'on veut poursuivre d'autres objectifs. Il n'y a pas forcément de contradiction, en l'occurrence, par exemple, entre une politique industrielle plus volontariste et la politique de concurrence. Ça peut s'articuler, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire à différents égards. Ensuite, le deuxième volet, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux prendre en compte les aspects non économiques des politiques publiques. Voilà. Et donc là, disons, ça renvoie à une série de problèmes. Le plus manifeste et le plus urgent, sans doute, c'est le coût de la transition climatique. Parce qu'il est bien évident que cette transition, la transition énergétique qui est devant nous, elle va être coûteuse, elle demande des efforts très importants. Et donc, il faut voir comment est-ce qu'on répartit ces efforts, parce que je pense que si, en tout cas, on a des politiques suffisamment ambitieuses, on n'aura pas de mal à faire plus cher. Disons, parce que justement, ça va coûter très cher en soi. Ce qui va être difficile, c'est d'avoir, disons, des politiques qui soient suffisamment bien acceptées sur la répartition des efforts. Et donc, ça pose des questions, je pense, aiguës de répartition des efforts, d'inégalité, de la façon dont on développe ces dimensions. Et effectivement, ça va donner, ça va coûter cher, donc ça va augmenter un certain nombre de prix, mais de quelle façon et sur qui ça tombe, c'est ça qui est, je pense, particulièrement important à débattre. Donc rééquilibrer consommateurs et producteurs, hein, c'est ce qui ressort fortement de ton intervention. Anticiper, organiser, avec donc un rôle de l'État aussi sans doute assez important dans tous ces rééquilibrages. Patrick ? Oui, je vais redire de ma manière un certain nombre de choses qui ont été dites, mais je vais essayer de voir comment je réfléchis à ça. Il me semble que le point de départ, c'est qu'on va passer de l'économie du PIB à l'économie du bien-être. Hein. Donc en fait, aucun économiste normal ne devrait penser qu'il faut maximiser le PIB. Hein. Normalement, on doit maximiser le bien-être. Mais je pense que les prix bas pour le consommateur, c'est un biais finalement de choix où on a fait pendant un temps plutôt maximiser le PIB que le bien-être. Deux, si on veut maximiser le bien-être et pas le PIB, il faut tenir compte, je crois que le mot a déjà été prononcé par Anne-Laure, il faut tenir compte de toutes les externalités que génère la production. Et ça, c'est bien notre débat aujourd'hui. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des externalités climatiques. Donc, on a un prix du CO2 qui va encore monter. Hein. On a des énergies renouvelables qui sont plus chères que les énergies fossiles. Donc, on va avoir des prix de l'énergie en hausse parce que c'est simplement complètement normal, quoi. Je dirais, c'est l'internalisation de cette externalité climatique. On a une externalité sociale. Hein, on a beaucoup de personnes qui montrent de la souffrance au travail, hein, et ceux-ci, souvent, ce sont dans des emplois qui ont des bas salaires. Et là aussi, on va devoir, alors sans doute travailler sur les conditions de travail, mais aussi monter les plus bas salaires. Hein, donc le coût du travail peu qualifié va monter, à mon avis, de façon inexorable. On a alors ce qui a déjà été dit à l'instant par Jean-Marc, hein, il faut rééquilibrer les relations entre producteurs et consommateurs. Pensez à l'agriculture, par exemple, hein, et donc il va falloir aussi accepter une rémunération plus élevée des producteurs. Il faut évidemment aussi, et ça c'était le point d'Olivier, se protéger d'une certaine manière, contre les pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales que nous. Et donc on voit apparaître qu'on aura peut-être un jour non seulement une taxe, alors on n'a pas le droit de dire taxe, un ajustement CO2 à la frontière, mais peut-être aussi un ajustement social à la frontière. Et si on a un ajustement social à la frontière, on paiera plus cher ce qui est importé. Voilà, donc en fait c'est un mouvement qui est parfaitement logique et qui est complètement d'économie libérale. Hein. C'est-à-dire on va simplement internaliser des externalités qu'on n'avait pas internalisées jusqu'à présent, qu'on n'avait pas du tout corrigées. Alors, évidemment, ça pose le problème que nous avons tous déjà mentionné, qui est le problème de pouvoir d'achat, puisqu'on va faire monter les prix de l'énergie, les prix des produits importés, les prix des services fabriqués aujourd'hui par des salariés mal payés, les prix des produits agricoles, etc., parce qu'on va donner plus de revenus aux agriculteurs, etc. Donc, on va avoir des hausses de prix.
Et on est dans un environnement que Sébastien a rappelé. Il y a une enquête de BVA qui est assez intéressante, qui est très récente, hein, qui montre que 50% des Français pensent que leur pouvoir d'achat est plus bas qu'il y a 10 ans. Et quand vous faites le calcul, qui m'a coûté une nuit, des consommations forcées, en parlait Sébastien, ça n'explique pas en réalité cette perception. Parce que même en tenant compte des consommations obligées, il reste un gain de pouvoir d'achat. Donc il y a un sentiment très fort de perte de pouvoir d'achat. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça, c'était la question. Et ça a été dit déjà, je crois, par Sébastien, il faut d'abord consommer moins, peut-être. Hein. Il faut faire des économies d'énergie, hein, il faut consommer moins d'énergie, il faut développer l'économie circulaire, il faut recycler. Il y a une mode de la seconde main, hein, dans l'habillement qui se développe, c'est une très bonne chose. Donc il faut essayer de consommer moins. Hein, et ça, on sait bien que dans l'énergie, d'ailleurs, si on n'arrive pas à consommer moins d'énergie, on sera condamné à la décroissance pour respecter les objectifs climatiques. Mais même si on consomme moins, il va rester un problème de pouvoir d'achat. Et alors on l'a tous dit, je crois, à l'instant, aucun gouvernement d'aucune sorte n'acceptera que ces hausses de prix, à nouveau les produits agricoles, les produits importés, l'énergie, les services produits avec du travail peu qualifié, que ces hausses de prix ne touchent fortement le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Alors, ce qu'on peut faire, alors on le sait, on peut déjà leur redistribuer les taxes. C'est ce que font les Suédois, par exemple, avec la taxe CO2. Hein. On peut rendre aux ménages les plus modestes le produit des taxes, mais ça ne suffit pas. Et moi, je crois que, et ça c'est un point très important qu'a rappelé Sébastien, que la seule solution, et Anne-Laure aussi, la seule solution, je pense, c'est qu'on va subventionner fortement un certain nombre de consommations pour les ménages les plus modestes. Il y aura du chèque énergie, il y aura peut-être du chèque alimentation, il y aura peut-être, et que ceci sera fait par des hausses d'impôts. Et comme il faut subventionner les ménages, ça ne pourra être que des hausses d'impôts sur le revenu du capital ou sur le capital. Donc je crois que inexorablement, on va, dans les 20 prochaines années, revenir en arrière sur le mouvement de baisse de la taxation du capital. On va rétablir l'ISF, on va sortir de la flat tax. Olivier Babot s'évanouit déjà, mais on va sortir de la flat tax sur les revenus du capital. On va taxer plus les profits des entreprises, parce que ça sera la seule façon de financer ces besoins de correction des pertes de pouvoir d'achat. Et alors, dernier point là-dessus, ça veut bien dire qu'on va sortir de la complicité de fait consommateur-actionnaire qu'on a depuis 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand vous délocalisez, que vous ne payez pas cher l'énergie, que vous ne payez pas cher les bas salaires, etc., c'est bon pour le consommateur, mais c'est bon pour les actionnaires. Dans le monde de demain, si on taxe le revenu du capital pour maintenir le pouvoir d'achat, on va évidemment faire baisser la rentabilité du capital, donc il faudra que les actionnaires, les capitalistes acceptent une rentabilité plus faible du capital. Et donc, on va casser cette solidarité de fait consommateur-actionnaire. Alors, vous avez posé des questions que maintenant je vais répercuter aux panélistes. La première question vient de Lucien de Niamey, qui est comment faire cette transition, ce passage dans un pays en développement où il y a même beaucoup de personnes qui ne sont ni qualifiées ni riches. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez tenu des raisonnements qui sont très intéressants pour la France. Est-ce que ça s'applique pareil dans un pays en développement? Quelles sont les solutions là? Sébastien. Évidemment, le défi est d'autant plus intimidant. Et d'ailleurs, ça fait partie des points particulièrement épineux dans les discussions internationales sur le changement climatique. Le défenseur le plus opiniâtre, peut-être, et le plus véhément de ce point de vue des pays en développement, c'est sans doute l'Inde dans les négociations internationales, qui en gros dit certes, nous partageons les préoccupations sur le changement climatique, mais vous devez comprendre aussi que nous, notre priorité, c'est le droit au développement. Et nous, gouvernants, notre devoir vis-à-vis de notre peuple, c'est de les sortir de la pauvreté avant tout. Et donc, ce que vous nous proposez comme changement, transition énergétique, c'est coûteux. Et c'est un fait. C'est coûteux pour nous en France, mais c'est coûteux aussi et parfois plus difficile à contourner pour des pays en développement, parce que les technologies existantes, elles sont elles sont carbonées, elles sont basées sur des carburants fossiles, pour une bonne partie d'entre elles, et donc imposer une contrainte d'exigence climatique, c'est effectivement compliquer l'équation.
Bon, je pense que les risques, ils sont communs, donc ils ont aussi un bénéfice à aller dans ce sens-là, mais il y a une logique à dire que, premièrement, qu'il faut que les efforts soient répartis et que les pays les plus avancés, les économies les plus avancées montrent l'exemple et se fixent des cibles les plus ambitieuses. Bon, ce qu'ils ont fait, hein, en tout cas nominalement, encore faut-il atteindre ces objectifs maintenant. Et puis, il y a aussi une nécessité de transférer les fonds, les avancées technologiques qui permettront, on l'espère en tout cas, de remplir une partie de ces objectifs de transition, parce que l'innovation, c'est quand même au nord principalement qu'elle se fait, et que justement, on a besoin de développer des technologies nouvelles pour opérer cette transition énergétique. Et c'est très exigeant de ce point de vue-là. Donc, enfin, voilà quelques éléments de réponse en tout cas. Défi est d'une certaine manière encore plus grand qu'il est chez nous. Encore plus grand qu'il est chez nous. Et je pense que c'est utile, disons, et la question est intéressante de ce point de vue-là, ça nous renvoie aussi au fait que ça n'est pas dans le repli ou, disons, dans la protection à toute force contre les importations qu'on va résoudre le problème, parce que c'est un problème mondial et c'est un problème qu'on ne peut résoudre que collectivement, hein, d'une façon coordonnée, disons. Et donc, il faut aussi permettre à ces pays de se développer, et ça passe aussi par l'accès au marché des pays développés pour eux. Patrick, un mot? Je commence. C'est vraiment un micro-point. Non, oui, pardon. C'est un micro-point, mais c'est juste de dire qu'on a une responsabilité en fait dans les émissions de carbone de pas mal de pays en voie de développement, puisqu'on a délocalisé notre production vers ces pays. Donc en réalité, le pendant de la désindustrialisation française, il est des émissions dans des pays partenaires desquels on importe certains produits. Donc ça n'est pas eux contre nous. En fait, on a une responsabilité, et c'est peut-être ça qui peut aider à dialoguer autour de COP comme le mois prochain. C'est ce qui avait été prévu déjà dans la COP 15, la COP de Paris, où il avait été expressément écrit que les pays avancés allaient donner beaucoup d'argent pour les pays en développement, pour les aider à développer des productions peu carbonées, et effectivement ce qu'ils n'ont jamais fait. Patrick, un mot, puis ensuite on prend une question. Deux brefs points. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une telle baisse des coûts des énergies renouvelables qu'aujourd'hui, produire du renouvelable, c'est moins cher que d'utiliser du charbon, par exemple, pour faire de l'électricité. Donc on a quand même cette logique indienne, par exemple. Les Indiens, ils avaient une technologie assez particulière. Ils investissent énormément dans les renouvelables et énormément dans le charbon. Donc ils ont du renouvelable avec backup charbon, ce qui est un truc affreux, quoi, en fait. Mais aujourd'hui, à nouveau, ça devient économiquement moins cher de faire des renouvelables, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, à condition d'avoir un backup tout de même. Oui, mais je veux dire, l'incitation est quand même pour un pays émergent, puisque sa recherche, effectivement, quand on parle aux Indiens, c'est l'énergie la moins chère possible, ça devient les énergies renouvelables, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle. Et le second point, c'est le problème de croissance. Les Chinois vont avoir un gros ralentissement de leur croissance. Donc ils vont y arriver. Je veux dire, les Chinois, ils vont avoir 2 à 3% de croissance maintenant. Les Indiens, ils ont 7-8%. Et donc quand vous avez 7-8% de croissance, le problème est absolument abominable, parce que, je veux dire, aucun investissement, aussi monstrueux soit-il, ne permet de fournir de l'électricité autre que par le fossile à un pays qui a 7 ou 8% de croissance, quoi. Donc on voit que ces pays en croissance très très forte posent un problème particulier. Une question d'Axel que je vais adresser à Olivier. Quels sont les atouts des entrepreneurs français pour sortir du low cost? Et est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels, au contraire, ils ont plutôt des handicaps? C'est vertigineux comme question. Des entrepreneurs français, alors ça pose toute la question dont on débattait tout récemment avec le plan de développement, avec le plan d'investissement du président de la République, de notre capacité à créer un écosystème d'innovation. L'écosystème d'innovation, c'est les 4 E, hein, c'est l'État, des entreprises, des entrepreneurs et l'école, c'est-à-dire de la formation. Donc ce qui est formidable en France, c'est qu'on a des très très bonnes formations. On a encore aujourd'hui un système d'enseignement qui est reconnu mondialement. Le problème, c'est que souvent on ne retient pas les cerveaux, c'est qu'ils vont aller ailleurs. Ils vont ailleurs souvent assez tôt, et quand ils ne le font pas et quand ils créent en France des entreprises, quand ils grandissent, les effets de seuil font qu'ils vont aller malheureusement ailleurs. Donc finalement, les entrepreneurs, pour arriver à sortir de ce mauvais low cost,
on les a, mais probablement on ne les garde pas assez et on ne sait pas assez les nourrir. Et c'est d'ailleurs tout le problème qu'on se posait récemment autour du plan du président. C'est ce qui a échoué jusque-là. Il y a déjà eu, il y a eu plan calcul en 66. Des hauts fonctionnaires se sont bouffés le nez parce qu'il y a eu des guerres d'ego, en fait. C'est comme ça que ça a planté. Donc c'est quand même dommage parce que la France est très très bonne pour le concept, c'est-à-dire qu'on avait compris en 66 que l'informatique c'était l'avenir. C'était quand même vachement bien vu, quoi. Sauf qu'on n'a pas su le développer. Et c'est la tragédie française. On est très très fort pour l'invention, mais très mauvais pour l'innovation. Vous savez, l'innovation, c'est quand vous passez une invention au stade du commerce. Donc il y a peut-être même quasiment un aspect culturel. Parce que finalement, c'est ça aujourd'hui. Le grand espoir, et peut-être même des sociétés post-développées comme nous, parce qu'il faudrait commencer à avoir ce terme quelque part. Société en développement, parler de la Chine comme société en développement, c'est ridicule quelque part, mais on est complètement dans un autre stade et c'est nous qui gérons les problèmes du post-développement. Notre vrai problème, c'est comment continuer ou comment surfer sur la vague de la transition qui va nous permettre d'offrir et de produire des technologies à haute valeur ajoutée qui vont nous permettre d'avoir les marges pour financer notre système de protection sociale, encore une fois, quoi. Et je termine juste par une idée sur la question d'avant. Sur le développement, c'est quand même l'argument auquel on a beaucoup de mal à répondre et que nous opposent tous les pays en voie de développement, enfin les pays en développement. C'est de dire, vous avez fait pendant 2 siècles ce que vous venez de nous interdire à nous tout de suite, et c'est le drame. Vous savez que la France, c'est 0,9% des émissions de CO2. La Chine, chaque année, augmente de l'équivalent de l'ensemble des émissions de la France. C'est-à-dire que si on fait un immense suicide collectif demain et on dit, nous, la France, on va arrêter, on va se retirer du monde, 1 an plus tard, c'est comme si c'était rien passé. Donc c'est ça le drame. Le drame, c'est que l'écologie semble encore, à beaucoup d'égards, un luxe de pays riches et bien nourris. Alors, gardez le micro, Olivier, parce qu'il y a une question de Victor qui me fait remarquer, enfin, implicitement, que je n'ai pas été assez attentif. Quand Patrick a parlé de la part du capital qui allait se réduire et des impôts éventuellement sur le capital, tu semblais ne pas être d'accord. Et donc, Victor souhaitait savoir ce qu'il en était. Je ne suis pas rentré dans ce débat, mais je veux juste signaler que l'ISF n'a pas été supprimé. Il a changé de nom, il s'appelle l'IFI. Avant, il rapportait 5 milliards, il en rapporte 3. D'accord ? Donc, ce n'est pas quand même la mort du petit cheval. Et il y a quand même pas mal de curseurs, par exemple sur les droits de succession, qui sont quand même au maximum par rapport à tous nos petits voisins de l'OCDE. Ça ne va pas être très très facile de les augmenter. Mais ça me permet de dire qu'il y a quand même... Moi, je n'ai pas de réponse, mais j'ai 3 questions. Moi. Comment on sort de la contradiction ? On veut le signal prix parce que c'est ça qui va changer les incitations. Et puis dès qu'il y a un signal prix, on dit bah vite, un chèque derrière, il faut annuler le signal prix. Donc en permanence, on met un signal prix, derrière on l'annule en disant bah oui, parce que pour les gens c'est intolérable. Il y a un moment donné, si on veut du signal prix, si on veut que les gens commencent à dire bah oui, il faut que j'essaie de m'isoler, que je fasse un effort, etc., je consomme moins d'énergie, il faut que l'énergie coûte moins cher. Hein. C'est pareil pour l'eau, les incitations ça ne suffira pas. La meilleure des choses, et ça a été testé, pour baisser la quantité de déchets, il n'y a rien de mieux que de faire payer au poids du déchet, je peux vous dire. Les endroits où ça a été testé, ça a été divisé de 30 à 40% le poids des déchets ménagers. Et nous, on ne veut pas le faire, parce qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, encore une fois. La deuxième idée, c'est comment on sort de la contradiction entre la valeur professée et puis la valeur en pratique. Parce que les gens qui disent « moi, je veux des t-shirts qui soient responsables, raisonnables, du commerce équitable », ils vous le disent très facilement dans la rue. Enfin, quand ils vont chez Decathlon, ils achètent le t-shirt à 2 € quand même, hein. Et donc ça c'est très compliqué de sortir de cette opposition parce que le consommateur n'est pas le citoyen quelque part, c'est peut-être comme s'il y avait 2 personnes différentes. Et puis la dernière, c'est l'augmentation des bas salaires, c'est formidable, enfin comment on sort du problème qui fait que quand on augmente les bas salaires, ça exclut tous les gens qui n'ont pas la productivité suffisante du marché du travail, ce qui s'est constaté depuis malheureusement extrêmement longtemps. Mais ça, tu as sûrement une réponse, Patrick. Bon, Patrick n'est pas d'accord, mais il y a une question que je voudrais adresser d'abord à Anne-Laure, si smartphone se rallume, ce qui est le cas. Donc, une question de classe prépa commerciale de Lockheed Nantes. Sera-t-il possible de garder des restrictions écologiques fortes en France malgré la hausse des prix mondiales ? C'est-à-dire, on a des hausses des prix. Est-ce que tout ça ne risque pas de faire voler en éclats toutes ces belles intentions de transition énergétique ? Attends, pour être sûr de comprendre, la question c'est de se dire les prix augmentent et du coup on n'aurait plus... Ça va être difficile la transition énergétique et écologique va coûter cher, vous l'avez tous mentionné d'une manière ou d'une autre. On a des prix qui augmentent, qui ne sont pas liés à ça.
est-ce qu'on ne risque pas de lâcher la transition? Ah oui, d'accord. Ok, pardon. Oui, j'ai compris. En fait, non, mais on en revient là au débat que ont, il me semble, Patrick et Olivier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on finance ça et en fait, encore une fois, oui, on peut lâcher. Non, mais en fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut élire des partis politiques qui, à un moment, vont dire non, j'ai pas envie de ça, parce que comme j'ai pas envie de redistribuer, comme j'ai pas envie de lever les impôts, parce que ça n'est pas dans mon ADN politique, je vais à un moment lâcher sur certaines contraintes, certaines normes. Et donc, et alors là, je crois que le sentier, il est plus facile d'être laxiste sur les normes écologiques et vu les effets que ça va avoir sur le pouvoir d'achat des Français, il est plus facile pour un parti politique de faire comme si tout allait bien, ou en tout cas à moyen terme, de lâcher un peu les contraintes, que de dire oui, ça va coûter cher, mais comme ça va coûter cher, il va falloir compenser, et donc réformer en profondeur à la fois probablement le marché du travail, la fiscalité. En fait, encore une fois, on est à un moment de bifurcation. Et moi, je ne vois pas de parti politique qui me dise ça vraiment dans les yeux en disant ça va être dur et on va devoir faire des changements radicaux. Donc pour répondre à cette question, malheureusement, je crois que politiquement, ça risque de se passer. Oui. Il y avait, je crois, Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, il y avait une phrase du genre ces histoires de climat, ça commence à bien faire. Voilà. Il avait fait, je crois qu'il avait fait une proposition climat quand même assez ambitieuse, et un mois après, il avait dit devant des pêcheurs ou des ouvriers bretons que on pouvait arrêter avec le climat. Voilà, ça, c'est l'inconsistance politique, mais qui est liée au processus électoral et au fait qu'on doit être réélu, donc on est à court terme. Je vais terminer par la même question que je vais poser à vous quatre. Pour réussir cette transition vers un monde qui sera au moins en partie plus cher, quel est le levier qui vous paraît le plus important? Vous en avez évoqué tous, mais si on avait un qui vous paraît particulièrement important, soit que vous avez évoqué, soit au contraire qui n'a pas été évoqué. Et donc c'est la dernière minute pour l'évoquer. Sébastien. Vaste question. Je pense que pour moi, ce qui est primordial, c'est que c'est un défi, effectivement, cette transition dans toutes ses dimensions. Et c'est un défi qui est extrêmement contraint socialement et politiquement. Et on vient de le voir par rapport à la discussion qu'on a à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, par exemple, les augmentations de prix qui doivent, et les déformations de prix relatifs, qui sont forcément associées à une transition de ce type, ne seront pas acceptables si elles ne sont pas associées à des mesures sociales et politiques d'accompagnement qui soient adaptées. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, avec l'épisode des Gilets jaunes, parce que c'était une taxe carbone et qu'elle n'a absolument pas été pensée dans ses aspects redistributifs. Donc, je pense que c'est l'accompagnement, la cohérence sociale et politique de ce qui est envisagé qui sera l'élément clé de la réussite. Anna ? Alors, en fait, on a vécu depuis 40 ans dans un régime économique qui réfléchissait l'interaction politique-économique de cette façon. L'interaction entre politique et économique de cette façon. Le politique est au service du marché. En fait, le libéralisme tel qu'on le vit depuis 40 ans, il ne veut absolument pas se débarrasser de l'État. L'État doit être vigilant, mais doit faire en sorte de garantir les conditions de marché. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait une nouvelle réflexion sur comment est-ce qu'on met en place une action publique qui n'est plus au service du marché, puisque ce marché apparemment génère beaucoup d'externalités négatives, mais une action publique qui soit au service de l'intérêt général. Et c'est un énorme chantier, c'est vraiment un grand chantier, parce que ça veut dire qu'on va changer le logiciel à l'intérieur de l'État. Patrick ? Ça me permet en même temps de répondre à Olivier. Donc, je pense qu'il faut une solution radicalement libérale et donc internaliser les externalités, ce qui est quand même absolument nécessaire, donc le climat, les conditions de travail, les normes sociales, et financer ça financer les besoins de redistribution que ça fait apparaître par une taxation des rentes.
Et des rentes, il y en a plein. Quoi, je veux dire, il y a la rente immobilière qui est en ce moment monstrueuse, et je crois que Sébastien en parlait. Il y a des rentes sur le niveau de rémunération du capital dans un certain nombre d'entreprises. Et moi, je crois qu'on peut adopter une solution totalement libérale à ce problème et que décourager l'économie de rente et utiliser cet argent pour maintenir le pouvoir d'achat tout en ayant ces évolutions de prix relatifs qui viennent de l'internalisation de toutes ces externalités. Et moi, je pense que c'est faisable. Olivier. Je souscris à la lutte contre toutes les rentes, donc on est d'accord, évidemment. Ça m'étonnait aussi qu'on ne soit pas d'accord, c'était pas possible. Alors, sur le levier principal, j'aurais pu dire, pour un économiste, c'est facile, le prix. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'a rien inventé de mieux pour arriver à faire des incitations, mais je dirais plus que ça. En réalité, s'il y a un levier fondamental qui nous permettra de passer cette transition, parce qu'en fait, des changements de civilisation, il y en a eu plein dans l'histoire des civilisations, il y a toujours une autre civilisation qui succède à celle d'avant, sauf que parfois, il y a plusieurs siècles un peu difficiles entre les deux. Notre enjeu, c'est de minimiser la période de transition. Ça tombe bien parce que c'est dans ce siècle-là que mes enfants et que vous vivez. Donc ça tombe très très bien. Et puis nous aussi un petit peu pour quelques années encore. Et je dirais que finalement le levier fondamental, c'est le capital humain, dans lequel je mets la compétence, le niveau cognitif. Et je crois que, vous savez, on a souvent remarqué que la démocratie athénienne, elle était caractérisée par le fait qu'on avait à l'époque un peuple d'élite. C'est d'ailleurs une très petite partie de la population qui votait, mais qu'une démocratie ne marche bien que si vous avez un peuple d'élite hyper exigeant et assez élevé cognitivement et culturellement. Et ben, c'est exactement le même problème qu'on a. On doit être des travailleurs d'élite, c'est-à-dire productifs, pour être complémentaires des machines, des consommateurs éveillés et avec des valeurs, et puis des citoyens qui votent bien. Donc notre clé, c'est l'exigence cognitive. Voilà. Donc vous aurez bien compris que ça va devenir plus cher. Pas tout, parce qu'il y a aussi du bon moins cher. Qu'on peut sans doute le faire avec des solutions très libérales, mais à condition d'avoir un État très fort pour les imposer. Sur ce, je vous invite à remercier le panel avant la session suivante.